Nous sommes à Paris et la diffusion en direct de... Aujourd'hui, nous allons parler de FESB 2026. À FESB 2026, nous aborderons la neuroscience décoloniale et l'idée d'un monde meilleur. Voilà le concept. La neuroscience décoloniale et un monde meilleur. Que voulons-nous faire concrètement? Quel message voulons-nous transmettre? C'est une idée quelque peu originale, mais très forte, que nous allons vous présenter. Je vais également vous parler un peu de mon parcours et de ma vision des neurosciences et de leur évolution. Enfin, nous parlerons de FESB, un congrès de chercheurs en biologie au Brésil, dont l'édition 2026 aura lieu prochainement. Au Brésil, c'est une célébration très belle et importante, et à cette occasion, j'ai décidé de faire une diffusion en direct depuis la FESB pour mettre en lumière certains aspects essentiels pour la FESB et pour les chercheurs. Depuis 2010, je travaille avec des chercheurs en neurosciences et en biologie qui étudient le corps humain, le comportement humain et la physiologie, bien sûr, c'est ce dont nous allons parler. Tout d'abord, je tiens à préciser que, par mes ancêtres, je descends d'Antonio Damasio, de Damasio Moreira de Castilho. Je viens de la lignée de Damasio Moreira de Castilho, Damasio Moreira de Castilhos, en 1889. Il a combattu le coup d'État républicain. Écoutez Jackson, pourquoi parlez-vous de cela? Parce que voyez-vous, le coup d'État républicain a eu lieu en 1889. Mais en 1500, lorsque les Européens sont arrivés ici, il y a eu un autre coup d'État, le coup d'État de l'invasion. Et c'est ce que nous voulons souligner. Je vais revenir un peu en arrière. Un parent Damasio, mais encore plus loin dans le temps, en 1500, un autre problème se pose, l'arrivée des Européens et leur invasion de l'Amérique, de tout le continent américain. Et c'est important. Nous allons parler de FESB, de recherche et de neurosciences, des neurosciences décoloniales. Pour que vous compreniez bien, le sujet sera plus vaste. Alors, commençons. Quand les Européens sont arrivés sur ces terres, c'était pour exploiter, pour obtenir de l'or, de l'argent, autre chose, pour tirer profit des populations et des territoires et développer des industries extractives pour prendre les ressources. Voilà le modèle. Le modèle dont nous disposons depuis cette époque est donc celui d'un individu, d'un soi, un soi. Et ce je opère dans ce domaine, dans cette région, le je, le je. Ce je individuel, ce personnage, ce je, c'est celui d'Iggy, celui dont parle Freud, etc. Tout cela relève d'une vision européenne de nous-mêmes. Nous devons dépasser cette vision européenne. Nous devons la dépasser. Et c'est le sujet du direct d'aujourd'hui. L'être humain n'est pas un je. L'être humain est un corps-territoire. Ce changement est radical et n'a toujours pas eu lieu, et nous continuons de considérer l'être humain comme un je contrôlé par des dogmes, un je contrôlé par des croyances. Avec l'arrivée des Européens sur le continent américain, je suis maintenant Paris ou en Europe, mais se trouvant là, sur le continent américain, ce qui les accompagne, c'est l'idée d'établir et de renforcer la religiosité elle-même. Nous allons maintenant parler de Dieu, de la Bible, de Jésus, de l'enfer, de la souffrance, de la mort éternelle, de la douleur éternelle pour punir et contraindre cette figure du moi. Mais voyez, un moi sans territoire, un moi fragmenté. Voilà pour le direct d'aujourd'hui. Dans les prochains directs, d'ici environ 5 semaines, j'approfondirai de plus en plus l'unité de l'être humain. L'unité de l'être humain est un corps-territoire. L'unité de l'être humain n'est pas un moi. Le territoire corporel est soumis à de nombreuses forces de tension. Et c'est ce que nous intégrons maintenant à cette vision décoloniale pour la FESB. 2026, peut-être 2027, 2028, 2029, 2030. Je pense que d'ici 2030, je m'efforcerai de bien stimuler, positionner, cadrer
et présenter ce concept. Jackson, d'accord. C'est facile de parler, mais il faut aller plus loin. Aller plus loin, aller plus loin. Comment vais-je élargir ces perspectives? Nous devons aujourd'hui considérer la science sous deux angles très importants. Aujourd'hui, vous allez examiner la science à travers les processus cognitifs humains qui utilisent l'ADN et à travers les processus de rationalité, de logique et de raisonnement de l'IA, IA et ADN. Regardez ici, IA, ADN. L'IA utilise le silicium, la logique et les ordinateurs. Les humains, quant à eux, utilisent l'ADN. Ce sont donc des processus très différents. Nous devons comprendre ces processus pour mieux appréhender la science. Il ne suffit pas de découper et d'assembler des éléments pour comprendre sans jamais les unifier. Après avoir découpé pour comprendre, il faut unir les parties pour exister. Nous n'existons pas par nos parties. Nous ne sommes pas seulement un ongle, un doigt, un pied ou un nez. Nous sommes un tout. La science étudie les dents, les nez, les nerfs, les neurones et le sang. L'urine, je ne sais pas quoi, et ça ne crée pas d'unité. En ne créant pas d'unité, nous avons un processus extractif qui extrait des valeurs des humains et des territoires de nous-mêmes. Nous sommes donc extractifs parce que nous avons classé, enregistré, découpé et que nous n'avons pas tout réassemblé, pas agrégé. L'unité englobe toutes les parties, c'est le tout, mais si vous découpez toutes les petites parties, que vous les examinez une par une, vous n'atteignez pas ce tout qui est l'unité. L'unité est quelque chose de bien plus grand. Comment allons-nous diviser ces deux intelligences, l'intelligence artificielle et cette intelligence qui est l'intelligence humaine de l'ADN? Pour moi, l'ADN est synonyme d'intelligence. Il suffit de regarder. Si je devais prendre Boules, si je prends les alliages métalliques, même les bulles et les alliages métalliques qui se présentent sous forme d'agrégats, nous parlerons un peu des systèmes complexes. Il existe un livre sur les systèmes complexes écrit par un auteur italien intitulé Systèmes complexes, qui traite des alliages métalliques. Il y a des structures, des agrégats, des bulles qui regroupent certaines structures et les maintiennent proches les unes des autres. Si vous étudiez H2O, c'est-à-dire l'eau, vous étudiez l'hydrogène et l'oxygène. Vous saurez tout sur l'hydrogène et tout sur l'oxygène. Lorsque H2O devient une molécule, c'est une autre couche, c'est un autre ordre. Et une goutte est fondamentalement une cellule. C'est un ordre différent. Il existe donc des ordres, des niveaux d'études que nous devons maîtriser et comprendre. Oui, mais dans le cas de la molécule d'eau, elle reste de l'eau depuis la gouttelette de vapeur, de glace, d'eau, et elle le reste jusqu'à la fin. D'accord? Et cela me ramène à mon idée. En 1963, j'étais peut-être un ovule, une cellule contenant de l'ADN. Mon ADN était là en 1963. Et cet ADN à l'intérieur d'une cellule, à l'intérieur d'un amas, à l'intérieur d'une bulle, une cellule humaine, un ovule. Cet ADN a commencé à bouger parce que c'était dans des conditions idéales, des conditions que j'appelle neuropeia. Neuropeia est un terme Yanomami très intéressant. J'utilise beaucoup de ces termes anciens pour les mêler à la science et aux preuves, afin de m'ouvrir à d'autres perspectives, de sortir de la mentalité coloniale. Sinon, on reste prisonnier de termes déjà produits en masse et colonisés. Donc, les neuropeia sont des conditions propices au flux de la vie. Voilà, la cellule. Ma cellule existait en 1963 et cette cellule existait déjà avec l'ADN. L'ADN commence à synthétiser des protéines et à créer un flux d'eau d'ici à là. Regardez comme c'est fascinant, le trajet de l'eau. L'eau va là et ici. Les cellules se dupliquent, se dupliquent, se dupliquent. L'ADN continue de se multiplier, les cellules se dupliquent, elles forment la base des tissus. Et ça se différencie. Ça deviendra des organes, des systèmes, mon corps, un fœtus, un bébé. C'est parti. Je suis né en 1964. Alors regardez le flux. L'eau, sa gestion, son mouvement dans ce neurone, les conditions d'acidité, de pression et de chaleur nécessaires à la reproduction de ces cellules.
Voilà la continuité. C'est le même être humain qui gère cette eau et j'ai maintenant 62 ans. Dans quelque temps, vers 90 ou 100 ans, cette eau gérée quittera la cellule. Je me déshydraterai, je mourrai. Ce sera la fin. Voilà le chemin. Ceci est un être corps-territoire, de l'œuf à la mort. Ceci est l'être. Ce n'est pas mon ongle, ce ne sont pas mes cheveux, ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas le destin. C'est un tout. Et le plus important à l'heure actuelle, fondamental pour la science brésilienne et latino-américaine, c'est de considérer le corps, l'unité corporelle, comme un corps-territoire. Mais cela relève-t-il uniquement de la science? Non. Cela relève aussi de la politique. Cela relève du politique. La politique appréhende le citoyen ou l'État comme une famille, et celui qui dicte les règles de cette famille, l'Église, le politicien, est ainsi fait. Non, le citoyen est un corps-territoire. C'est là qu'intervient Damasio. Non, mon parent. Damasio Portugues, un chercheur en neurosciences, qui, au fil des années, a déclaré « Écoutez, je suis plus biologiste que neuroscientifique. » Il le répétait sans cesse car les neurosciences étaient devenues très étroites d'esprit, trop centrées sur des sujets comme les neurones, le sang, des choses plutôt psychophysiques, et il disait « Je ne redeviendrai pas biologiste. J'ai assisté à une de ces conférences lors d'un congrès auquel je participe. Je suis actuellement à Paris pour le congrès OITBM, mais d'habitude, je participe à l'ICFM et à d'autres conférences en neurosciences. J'ai écouté Damasio à plusieurs reprises. Il explique que l'esprit humain est un mélange d'interoception, c'est-à-dire ce que l'on perçoit de l'intérieur, ce que l'on ressent intérieurement. Il s'agit de la signalisation de notre biostase et de notre positionnement dans l'espace, notre proprioception. Ainsi, au sein de notre corps, nous avons un intérieur et un extérieur. Simple, non? Un corps-territoire. Voilà l'unité de base de l'État. Un corps-territoire. Donc, si l'État était divisé en une unité minimale, ce serait un citoyen corps-territoire. C'est le citoyen là où il se trouve, avec l'eau et la terre dont il dispose. Je ne peux pas séparer le citoyen en quelque chose d'extérieur au territoire. Cela change tout en science. On ne peut donc pas non plus analyser les gens hors de leur propre territoire. Amenez-les dans un laboratoire, analysez-les et lancez un dé. Envie de publier dans une revue? Allez-y, publiez. Il fut un temps, il y a bien longtemps, où les neurosciences avaient besoin d'un peu d'aide du public. Lors d'une de ces réunions, quelqu'un a levé la main et a donné son avis sur la manière dont le public pourrait aider les chercheurs brésiliens. J'ai levé la main à mon tour et j'ai demandé « Publiez-vous en anglais ?» J'ai résumé la situation de façon incompréhensible. « Et comment comptez-vous que le public vous aide? Vous avez tendance à réduire les êtres humains à un ego, un ça, des entités inexistantes. Le soi au sein de l'être humain n'a pas sa place. Alors, revenons à la réalité, au corps, au territoire des personnes, à leurs besoins. Voilà l'idée. Mais je vais aller plus loin. Ceci n'est qu'une critique. Je veux qu'avec nos prochains lives, j'aille vraiment au fond des choses. Je vais vous montrer la nécessité de l'IA, notre ADN et notre représentation. Et je vais aborder un sujet dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Écoutez. Chaque fois que nous envoyons une sonde hors de la planète ou au fond de l'océan, ou que nous utilisons une technologie pour mesurer ceci ou cela, ou un microscope électronique, et toutes les mesures que nous effectuons, toutes les mesures des forces physiques, électriques et magnétiques, et toutes les découvertes que nous avons faites, ces mesures sont en réalité des mesures de l'équipement. La technologie est conçue pour mesurer et voir au-delà de nos filtres. Ainsi, nous pouvons percevoir et représenter ces mesures dans le cadre de nos processus d'abstraction, dans notre espace corporel. C'est la modalité actuelle. Les neurosciences décoloniales commencent à reconnaître que tout le processus d'enregistrement de l'information se déroule au sein du territoire corporel.
C'est important pour vous, car si vous me parlez et m'écoutez maintenant, c'est que vous avez d'abord donné une représentation spatiale à ce que je dis en vous et que vous m'avez accordé votre attention. Sinon, je n'existerai pas en vous. C'est donc fondamental, c'est mystique, c'est essentiel. Et avec cette diffusion en direct, nous voulons vous montrer et nous proposer à nous-mêmes que nos représentations spatiales intérieures sont en 5 dimensions. 5. Le corps est considéré comme un territoire. En dehors de ce territoire corporel, on trouve l'IA. L'intelligence artificielle, avec ses technologies de détection, détecte des objets. Elle peut même prendre une photo et à partir de cette photo, issue de la réalité, elle la représente en pixels et ces pixels peuvent être mesurés. Lorsque nous observons la réalité, celle-ci se transforme en image. Cette image pénètre dans votre cerveau et se loge en vous dans des espaces. Nous allons localiser ces espaces en vous selon 5 dimensions: largeur, hauteur et longueur. Un mouvement de plus, une sensation de plus. Qualia. Oui, les qualia. Un qualia est une qualité. Si vous parlez de rouge, quelle est l'intensité de ce rouge pour cette personne? Que représente-t-il pour moi? Presque quelque chose de sémantique, mais c'est plus que ça. Si je regarde une figure ou une image, cette image pourrait n'être qu'un ballon creux, mais elle pourrait aussi être pleine. Quelle est sa propriété? Qu'est-ce qui la distingue? J'utiliserai encore des termes amérindiens après les prochains directs sur ce sujet. C'est une qualité intrinsèque à la matière, d'accord? Le mouvement, des espaces créés par le mouvement. Le cahier, le mouvement et la 3D. Nous avons donc 5 dimensions. Où? Dans le territoire corporel. En vous, dans la conscience et à la première personne. Cela signifie donc que vous, d'une certaine manière, un léger mal de ventre nécessite un espace dans votre esprit, dans votre corps, pour être représenté. De nombreux neurones provenant de divers endroits représentent ce mal de ventre. Vous avez le souvenir activé de ce que vous voulez faire. Ces souvenirs sont activés. Ou bien vous faites du vélo. Ce souvenir actif et dynamique est présent. Ce souvenir crée un espace, des espaces de douleur, des espaces de mémoire. Ces espaces se déplacent, ces espaces se déplacent. Dans le mouvement des espaces, nous avons le temps et la synchronicité. Sans mouvement dans l'espace, il n'y a pas de temps, fondamental, profond, extrêmement profond. C'est pourquoi, lors des prochains directs, nous allons approfondir ce sujet. Je vous indiquerai les ouvrages qui en parlent. Ainsi, même sans temps, si vous représentez 5 dimensions, si vous avez représenté 1, 2, 3 espaces et que ces espaces se déplacent dans votre esprit, votre perception et votre synchronicité dépendent du mouvement des espaces représentés dans votre corps. Ainsi, votre vision du monde se forge à partir des espaces auxquels vous prêtez attention, des espaces que vous créez. N'est-ce pas fascinant? Les espaces sont fondamentalement créés par vous, et ces espaces, évidemment pas toujours par notre volonté, sont là, et le mouvement à l'intérieur de ces espaces est synchronicité. Il y a cohérence dans la représentation au sein d'un corps, d'un territoire. Et que se passe-t-il lorsque vous êtes dans un lieu et que vous lisez un livre? L'espace est dédié à la lecture de ce livre, car il faut apprendre. Et soudain, une paille apparaît, une lumière s'allume, un klaxon retentit, un son se fait entendre. Votre attention se détourne du livre pour se porter ailleurs. Ce livre, cette zone du cerveau qui le lisait, le traitait, le visualisait, peut se désactiver instantanément sous l'effet du choc reçu. Cet espace de lecture disparaît, s'évanouit, comme si un monde se défaisait, comme s'il se reconfigurait, comme si l'existence même de ce livre prenait fin.
C'est le dynamisme de l'ADN humain, de l'intelligence humaine. C'est ce que la FESB, la SBNEC, la SFM et l'UAB doivent étudier. L'ADN focalise son attention et fait apparaître et disparaître les choses en un clin d'œil. Rapidement, comme par magie, des choses apparaissent et c'est vraiment fascinant, même la physique en parle. Parfois, dans certaines expériences de physique quantique, des choses surgissent de nulle part et disparaissent. Cette représentation au sein du corps, ce territoire, est déjà en cours de mesure. Nous effectuons déjà des tests avec... Dans ses improvisations, dans sa créativité, on perçoit ce genre de choses. Le néant prend forme, mais il y a plus. Un physicien parle de la fin des temps. Il dit ceci. Dans la théorie du Big Bang, il y a une expansion tridimensionnelle de l'espace et à un moment donné, l'espace lui-même pourrait se rompre. Cela déchirerait la structure de l'espace. D'accord. En vous réside la représentation de vos souvenirs et de vos possessions. Concernant votre vie, et plus particulièrement votre passé, il existe un réseau neuronal connecté à votre corps, un territoire. Au sein de ce réseau, vous pouvez développer des idées à partir d'un concept que vous avez eu ou que vous avez encore. Ce concept peut croître au sein de ce réseau et vous pouvez transcender la trame spatiale. Vous pouvez la retourner complètement, vous pouvez la transcender. C'est là qu'intervient le concept Yahami dont je parle, qui est également un concept ancestral amérindien. Vous atteignez un certain niveau de concentration, tant dans cette étude. Yahami, c'est l'imitation. On imite les coutumes, les habitudes, la nourriture, les croyances, la foi. Après avoir imité la foi, deux voies s'offrent à nous. Soit on tombe dans la foi aveugle, en se contentant d'imiter sans recourir à la métacognition, soit on s'oriente vers une foi plus performante, où l'on utilise la métacognition et où l'on approfondit sa compréhension. En approfondissant, on bouleverse tout. On crée un multivers en soi. On perçoit la réalité différemment. Revenons au domaine physique, où j'évoque l'expansion des espaces. La représentation spatiale dans notre cerveau est telle que cela inverse, bouleverse et votre perception de la vie change car votre représentation spatiale s'est élargie au sein de votre corps, de votre cerveau et de votre organisme. C'est un changement magnifique. Nous laisserons ce changement aux chercheurs. Progressivement, je vous transmettrai davantage de données, je vous présenterai plus de recherches, des études pratiques sur le comportement humain qui illustreront ce phénomène. Étudier l'être humain isolément est vain. C'est comme étudier les propriétés de l'eau en ne considérant que l'hydrogène. On ne peut jamais comprendre l'être humain uniquement par la mémoire. Il faut avoir une vision d'ensemble. Revenons un peu en arrière et parlons des systèmes complexes. Dans ce petit livre de l'italien, il est question de petits agrégats, de bulles et d'alliages métalliques, puis d'amas et de bancs. Il est intéressant de constater que parfois, lorsqu'on fait bouillir de l'eau ou que quelque chose se produit dans la nature, des bulles apparaissent, grossissent et forment de plus petites bulles. Et à l'intérieur d'une bulle, voire d'une goutte d'eau, on peut trouver d'énormes concentrations de microéléments, voire de micronutriments. La cellule elle-même est une sorte de petite bulle, mais elle possède un intérieur et un extérieur. La tension superficielle de l'eau, cette propriété intrinsèque, présente également un extérieur et un intérieur. Ces bulles, ces configurations sont intéressantes. S'il s'agit d'eau pure, sans nutriments, sans ADN, je parle d'une bulle, une bulle synthétique, une bulle physique, et non d'un organisme vivant, une bulle minérale par exemple. On pourrait l'appeler autrement. C'est important aujourd'hui. Pourquoi ? L'IA construit des bulles minérales, des bulles de tendance, d'attitude, de clarté d'esprit, et ces bulles sur les réseaux sociaux enferment les humains à l'intérieur. La bulle elle-même n'est pas humaine, mais elle devient un amas créé par l'IA, par un algorithme. Nous sommes confrontés à ce problème aujourd'hui. Nous sommes comme des milliards de bulles créées par l'IA, remplies d'humains, remplies d'ADN. Mais elles n'ont pas été créées par l'ADN. Elles ont été créées par des algorithmes,
car l'IA se contente d'observer les comportements humains à travers le monde et de les combiner. À travers les statistiques, à travers les données, on crée des bulles basées sur des affinités. D'accord? C'est important de le savoir. Mais attention, ce ne sont que des bulles d'air. Ce ne sont pas des bulles existentielles. Oui, mais les gens y perdent le sens de leur existence. Et puis, il y a la bulle humaine, c'est-à-dire votre relation. Votre relation ne se limite pas à un écran, elle est interhumaine. Elle s'étend à toutes les dimensions de l'humain et à sa représentation. C'est le contact, c'est la rencontre humaine, pas un écran à l'autre. Vous comprenez? Ces différences sont essentielles. Nous essayons de tout repenser et de montrer, de nous orienter vers FESB, SBNEC, STM concernant la cartographie du comportement humain. C'est alors que le collectif se rassemble et que nous unissons nos forces, que nous entreprenons des vols collectifs au sein d'un ADN collectif. Mais si nous allons sur les réseaux sociaux, nous pouvons nous retrouver dans ce même collectif factice, un collectif d'IA, d'algorithmes de réseaux sociaux. Et ce n'est plus aussi réel, ce n'est plus aussi existentiel. Derrière la communauté de l'IA se cache l'exploiteur prédateur. Qui est cet exploiteur prédateur, Jackson? Êtes-vous partisan des grands complots? Pas du tout. Voyez-vous, l'exploiteur prédateur, par exemple, dans le cas du Brésil, n'est rien d'autre que 200 riches détenteurs de CPF. Ceux qui perçoivent la majeure partie des fonds prêtés à l'État sous forme de titres de créance, soit près de 1000 milliards de réaux par an, s'emparent de l'État, échappent à l'impôt et augmentent les taxes sur les plus démunis. Si l'État est considéré comme un corps territoire, son unité est le citoyen. Dans ce cas, toute sa rentabilité devrait être redistribuée aux citoyens, qui constituent le corps territoire. Nous parlons donc de monnaie numérique de banque centrale, MNBC, de détail, de certificats de participation citoyenne, DRS, et de la création monétaire qui en découle. Carte de crédit, pas de carte de débit. La société a changé. Aujourd'hui, l'argent créé par ceux qui ont pris le contrôle du Brésil provient de la dette, avec 1 trillion d'intérêts payés chaque année. Je dis que l'argent peut être créé par le crédit, sans débiteur, des monnaies numériques de banque centrale directement au détail, sur le territoire des citoyens, et des crédits carbone directement sur le territoire de ceux qui le maintiennent en bon état. Tout est inversé. J'ai bouleversé la société. Le capitalisme a changé. Les règles du capitalisme restent les mêmes, tout est identique, mais le système a changé. Désormais, personne ne court après l'argent avec avidité et anxiété, car chacun fait partie de l'État. Et en tant que tel, chacun doit percevoir les recettes de l'État. Car aujourd'hui, quiconque s'empare de l'État prend l'argent hors de ses caisses et le lui renvoie en dollars en prétendant investir. L'argent qu'il a blanchi à l'étranger, l'argent qu'il a volé à l'État, et il n'y a que 200 personnes impliquées. Alors, éveillons nos consciences, même dans le cadre des recherches menées à la FESB et au SBNEC, afin de comprendre que l'ensemble de nos chercheurs est bombardé d'idées qui tentent d'étudier les êtres humains, non pas comme un corps territoire, mais plutôt comme des fragments, des ongles, des petites choses, des découpages. Étudier les gens. Et cela maintiendra toujours ces politiciens aux ordres des ultra-riches qui ont pris le contrôle de l'État. Ces politiciens n'ont que peu de pouvoir. Ils sont facilement remplaçables. Les ultra-riches gagnent des milliards, presque autant que l'État brésilien et d'autres États d'Amérique latine. Ils placent les politiciens et les juges qu'ils souhaitent, comme bon leur semble, et changent sans cesse les règles. Ils empêchent la Constitution d'inclure les collectivités territoriales et n'y intègrent pas non plus le revenu direct pour chaque collectivité. Ils ne le font pas, certes, mais c'est une décision qui appartient au pouvoir exécutif suprême. Alors, n'importe quel président peut le faire, oui, veut-il?
Leurs économistes viennent du monde de la finance, n'est-ce pas? Et la finance est asservie par ces gens qui ont déjà pris le contrôle de l'État brésilien et de notre science, car l'argent va à ceci et pas à cela. Cela empêche les études de remettre en question les paradigmes établis. Mais je suis là, je me battrai jusqu'en 2030. Nous lutterons sans relâche pour instaurer l'unité comportementale, l'unité de l'être humain au sein de son territoire. L'individu est un corps-territoire. C'est l'individu, c'est son cœur, c'est son esprit, c'est son corps, c'est le territoire où il se trouve. C'est l'eau que vous buvez, c'est l'environnement dans lequel vous évoluez. Et la performance individuelle doit exister. Une performance fondamentale, une performance du corps et du territoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je sais que la diffusion en direct est un peu saccadée car je suis à Paris et les conditions ne sont pas toujours aussi bonnes qu'au Brésil. Gros bisous, à plus tard. Je n'ai même pas vu l'heure.